On ne peut rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Jennifer Lawrence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous chez Auditore. Alors nous sommes de retour et j'espère que vous allez bien depuis le temps et qu'on va réussir à partir sur des bonnes bases, on va dire, un peu plus régulières. Alors si vous vous souvenez bien des derniers épisodes ou si vos grands-parents vous en ont parlé, vu le temps de latence depuis le dernier épisode, on avait abordé plusieurs classements différents, notamment sur les besoins et sur les désirs. Et donc du coup, on aurait pu continuer à en parler encore longtemps et longtemps, en vous parlant notamment par exemple de différentes autres formes de classement comme les 4 besoins fondamentaux de Paul Lawrence et Nitin Nohria, donc qui classaient en fait en 4 besoins fondamentaux, à savoir le besoin d'acquérir, donc qui est matériel et immatériel, le besoin de relier, donc les relations sociales, la socialisation, le besoin d'apprendre, donc la curiosité, et le besoin de se défendre, à savoir le sentiment de sécurité et de protection, ou encore la théorie ESC de Clayton Adefner. Donc ESC pour existence, sociabilité, croissance, à savoir chercher à exister, donc se défendre, se faire renommer et vivre. Puis en fait c'était des stades un peu évolutifs, donc puis se faire des amis, des relations, et puis encore se développer donc par l'apprentissage ou la recherche de nouvelles sensations. Donc du coup voilà, j'aurais pu vous énoncer beaucoup d'autres classifications. On aurait pu en sortir des tonnes et des tonnes parce qu'on va dire que finalement, en fait, comme la classification des besoins et des désirs, elle est propre à chaque personne, finalement, chaque personne, y compris vous pourriez établir votre propre théorie personnelle avec votre propre classification de quelles sont vos préférences, qu'est-ce que vous pourriez mettre, on va dire, qu'est-ce que vous considérez comme priorité et qu'est-ce que vous considérez comme plus futile. On va dire, ces théories, elles essaient en fait d'avoir un côté un peu statistique, c'est-à-dire de dire, on va demander à beaucoup de gens quelle est leur classification ou ce on regarde dans la masse. Et donc du coup, de là, on va essayer d'en tirer une théorie. Donc du coup, on aurait pu en parler beaucoup, mais voilà, on va s'arrêter un peu là, je pense. Et donc du coup, là, il y a comme petit bilan, on peut tout de même remarquer que finalement, même s'il y en a beaucoup et qu'elles divergent pas mal, elles se présentent un peu toutes pareilles. C'est un peu, on va dire, une espèce de... on peut classifier ça un peu sous la forme d'une pyramide, à savoir en fait le premier élément ce serait soi, après ce serait son environnement proche, après ce serait proche, donc voire même les deux sont fondus l'un dans l'autre, et après ce serait les autres. Donc on va dire c'est un peu la base de finalement tout ce que je vous ai donné, c'est juste des variantes finalement de ce modèle. Donc en fait ça peut vous donner un angle de travail si vous voulez jouer sur un nouvel élément. Donc par exemple voilà, ne serait-ce que en fait cette espèce de résumé en 3 parties. Donc par exemple si vous voulez vous ouvrir aux autres, pour reprendre le modèle que je viens de vous donner, il faut d'abord travailler sur vous, donc pour être moins timide entre autres. Ensuite il faut travailler sur son environnement proche, c'est-à-dire se dégager du temps et de l'énergie pour être avec les autres. Et ensuite voilà, finalement c'est dépasser un peu ce cercle de proches, d'environnement proche pour essayer d'explorer en dehors de son cercle de connaissances. Donc voilà, je vous ai donné un exemple pour vous dire que finalement, vous pouvez essayer de trouver un modèle qui vous correspond le mieux, mais que finalement, on pourrait en faire une espèce de grosse synthèse et que chacun arriverait quand même à s'y retrouver dedans. Mais donc du coup, je pense qu'il est quand même temps de traiter d'autres sujets, et justement pour sortir un peu, parce que comme je vous l'ai dit, on pourrait y passer des semaines, et finalement, au bout d'un moment, je pense que là, je vous ai donné un peu de diversité, au bout d'un moment, on finirait vite par tourner en rond, par tomber sur les mêmes bases, comme je viens de vous le dire. Alors du coup, il est temps de traiter d'autres sujets, et comme vous m'aidez pas vraiment, puisque la liste des suggestions d'auditeurs, elle reste désespérément vide, je compte sur vous. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder un nouveau sujet aujourd'hui, donc qui se présentera sous la forme d'une mini-série, donc de 12 épisodes. Donc voilà, c'est le retour des mini-séries après cette petite pause. Mais cette fois-ci, en fait, on va dire que c'est une mini-série un peu bizarre, parce qu'en fait, si les épisodes, c'est une mini-série, donc les épisodes, ils sont liés entre eux, mais en fait, chaque sujet que je vais traiter dans chaque épisode,
peut être testé indépendamment. En fait, c'est une idée indépendante, on va dire. C'est plus une espèce de rassemblement d'idées générales. Voilà, c'est un peu comme si on prenait des grands pontes ou des grandes théories ou voilà, vraiment des éminences dans leur domaine, qu'on les mettait tous un peu de façon Avenger. Voilà, c'est vraiment l'exemple que je peux vous donner, c'est Avenger. C'est en gros, genre, là, je vais vous présenter, on va dire, Avenger, c'est-à-dire le film avec tout le monde, ça, mais en même temps, chacun peut faire un film de son côté, chacun peut avoir sa propre existence de son côté et être complètement indépendant des autres éléments. Donc du coup, ce que je vais donc vous présenter ici et dans les épisodes à venir, c'est ce qu'on appelle les 12 lois de gestion du temps. Alors en fait, finalement, ce sont 12 lois ou méthodes qui ont été développées par des grands hommes de la productivité ou de la psychologie humaine et qui en fait se regroupent tout ensemble pour essayer de permettre une meilleure gestion du temps. Alors bien sûr, comme toujours, il ne faut pas être un extrémiste pour l'une ou pour l'autre. Le but, c'est pas dans les différentes théories de lois que je présentais, c'est pas juste de basculer à fond dans une ou à fond dans l'autre. C'est plutôt un peu fait de faire comme sur un gâteau, d'essayer de saupoudrer votre quotidien avec un peu de chacune. Et donc du coup, on va commencer avec la première et aussi la plus célèbre, qui est la loi de Murphy, ou la loi de l'emmerdement universel, ou la LEM, à savoir loi de l'emmerdement maximum. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette loi de Murphy ? En fait, elle a deux définitions, on va dire, qui se correspondent un peu. Donc la première, ça pourrait être que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira forcément mal. Et la deuxième, la variante, ce serait en fait s'il existe deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces deux façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un, quelque part, pour emprunter cette voie. Alors du coup, ça on va dire c'est la définition un peu officielle, mais moi je vais un peu vous replonger dans l'histoire, de savoir d'où elle vient, cette fameuse loi. Parce que finalement, là, je vous l'ai présenté, on va dire, la définition, mais là c'est connu la loi de Murphy, en gros, c'est de se dire que c'est vraiment en fait de voir le côté le plus noir de tout ce que vous pouvez imaginer, de se dire que s'il y a une chance sur des milliers que ça rate, et ben ça ratera forcément. Donc du coup voilà, c'est une voie un peu fataliste. Mais comme je vous l'ai dit, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc du coup d'abord, d'où elle vient ? Alors, en fait, elle trouve son origine au fin fond des États-Unis, dans les années 50, quand nos amis les cow-boys ils s'amusaient à tester la résistance humaine à la décélération. La décélération, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inverse de l'accélération, c'est-à-dire qu'on vous prend un corps, donc pour l'occurrence un corps humain, on l'envoie le plus vite possible et après on le freine dans un temps très court pour regarder comment il y résiste et s'il y résiste. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt de faire ça ? En fait, c'est parce que dans les années 50, on est en pleine guerre des étoiles. C'est un moment où les Américains veulent absolument envoyer des hommes dans l'espace ou autre. Et donc du coup, ils veulent tester la résistance du corps face à l'accélération, la décélération, et surtout la décélération, à savoir pour éviter de faire des pancakes d'astronautes à leur retour de mission, au moment où ils vont arriver super vite et qu'ils vont devoir s'arrêter en même temps, minimum, voilà, soit avec des parachutes ou soit en s'écrasant dans l'eau. Alors du coup, ces opérations, elles se dirigent sous la direction du capitaine John Paul Stapp, donc qui prend lui-même la plupart des expériences, donc qui va... Donc des expériences assez extrêmes pour l'époque, donc ce qui veut dire qu'il va encaisser jusqu'à quasiment 30 G, donc c'est-à-dire 30 fois la gravité. Pour vous dire, c'est-à-dire qu'un petit bonhomme qui devait faire à peu près 80 kg, il se met à peser pas loin de 2 tonnes et demie, donc ce qui est quand même pas mal à encaisser pour le corps, mais finalement il arrive à survivre, presque miraculeusement. Et donc du coup, il faut savoir en fait, c'est qu'ils faisaient pas que l'expérience que sur leur chef, ils étaient pas trop sadiques, ils étaient un peu sadiques aussi, et donc du coup, celle qui était vraiment extrême, ils faisaient aussi des expériences sur des animaux, et notamment sur des singes. Et donc du coup, parmi cette équipe, il y avait un ingénieur, Edward Murphy, qui a proposé en fait de mettre des capteurs sur les... Parce qu'en fait, les singes étaient retenus par des sangles, donc du coup, il a proposé de mettre un capteur sur les sangles afin en fait d'évaluer la force qui était encaissée par le harnais par la sangle. Et en fait, la seule chose qui s'est passée, c'est que l'assistant qui s'occupait de monter ces petits capteurs, il s'est trompé. En fait, il a monté les capteurs à l'envers, c'est-à-dire que plutôt que d'indiquer proportionnellement au fur et à mesure la force encaissée, et du coup, il indiquait toujours 0. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les chercheurs, ils se sont dit que finalement, ils n'envoyaient pas assez de puissance pour que ça déforme leur nez pour qu'il y ait une force qui s'exerce dessus. Du coup, ils ont augmenté la puissance. Vous en doutez bien, du coup, un chouïa trop fort. Et donc, du coup, l'âme de ce pauvre chimpanzé, elle a dû faire un voyage dans l'espace-temps au moment où il s'est arrêté, parce que voilà, c'était une force beaucoup trop forte pour n'importe quel corps encaissé. Et donc, du coup, la légende dit que Murphy se serait alors écrié: s'il y a une chance infime pour que ce gars fasse une erreur, il la fera. Et donc du coup, voilà, la légende raconte que c'est de cette partie-là que
Murphy a créé sa loi en disant que voilà, si vraiment c'était un peu pour se moquer de son assistant, en disant que s'il existe vraiment un truc catastrophique à faire, et ben lui, il arrivera forcément à le faire. Et en fait, de ce fait-là, en fait, les assistants, donc de toutes les équipes, ils sont mis finalement à vérifier des dizaines et des dizaines de fois les installations avant chaque essai. Et c'est sûrement ce qui a permis qu'il n'y ait jamais eu d'accident mortel pour ce brave Stapp qui s'envoyait un peu dans tous les murs pour tester la résistance humaine. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de se dire, eh ben, même si on a tout vérifié, on va quand même revérifier le moins de petits détails, le moins de petites choses qui pourraient faire que ça foire. Alors du coup, on va dire qu'ils auraient pu voir le côté très négatif de cette loi de Murphy, sauf que eux, ils l'ont pris en fait du bon côté, c'est-à-dire en disant que finalement c'était une donnée sécuritaire supplémentaire qui prévoyait même les pires scénarios qui pouvaient arriver. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, loin de se reposer sur la fatalité pessimiste que tout finira d'une manière ou d'une autre par foirer, c'est que les chercheurs, ils ont pris du coup le contre-pied et qu'ils ont anticipé, et ben que du coup, d'accord, on va anticiper tout ce qui pourrait mal tourner, tout le pire qui pourrait arriver, et on va s'arranger pour le contrer. Et à ce titre, du coup, ils ont inventé quelque chose que vous utilisez tous les jours, à savoir la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, c'est l'exemple même de la loi de Murphy, parce qu'elle sert à rien, la ceinture de sécurité, hormis le jour où la loi de Murphy elle s'en mêle, c'est-à-dire le jour où vous prenez toujours le même trajet tous les jours des milliers de fois, et il y a une chance sur des milliers pour que voilà, un jour vous rentriez dans un arbre, alors que c'est le chemin que vous prenez tous les jours, bah, une fois peut-être sur des dizaines et dizaines d'années, et bah, ce jour-là, vous serez bien content parce que c'est votre ceinture de sécurité qui vous aura sauvé la vie. Et donc du coup, c'est vraiment, là, ils ont développé, c'est vraiment la belle illustration parce qu'ils ont développé ça en même temps qu'ils découvraient la loi de Murphy, c'est de se dire que bah voilà, votre ceinture de sécurité, elle vous sert à rien tous les jours, des fois elle vous gêne ou autre, mais elle est là pour que si un jour il se passe une situation complètement improbable, une infime possibilité que vous ayez d'avoir un accident, bah du coup qu'elle soit là au cas où pour vous sauver la vie. Une autre histoire aussi que j'ai envie de vous raconter pour illustrer finalement cette fameuse loi de Murphy. Alors c'est un peu toujours sur l'espace, et du coup c'est plus toujours du côté américain, et là on va partir du côté des missions Apollo. Alors nous savons en fait que depuis très peu de temps, mais la mission Apollo 11, elle doit son succès éclatant, il faut le dire, qu'à une femme qui s'appelle Margaret Hamilton. Et Margaret Hamilton, malgré on va dire bien des difficultés, la preuve, parce que même si elle a contribué grandement au succès comme je vais vous montrer, elle n'a quasiment jamais été reconnue, elle a eu vraiment ses récompenses que là maintenant, très récemment. Donc du coup en fait, elle était en charge de la programmation du système embarqué de la navette. En fait, Margaret, elle avait une petite fille. Et que du coup, comme il fallait qu'elle la garde ou autre, du coup, elle l'emmenait souvent dans son laboratoire pendant qu'elle était en train de programmer le système. Et comme tout enfant qui se doit et qui voit des boutons qui clignotent, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a appuyé dessus. Mais loin de la crier, Margaret, en fait, elle l'a laissé faire et finalement, elle a appliqué une deuxième fois cette loi de Murphy. C'est-à-dire que finalement, sa petite fille, elle réalisait des actions qui étaient insensées, qui étaient imprévisibles, mais bon, finalement, Margaret, elle a tenu compte pour programmer le système. Donc du coup, pour se dire que, à la rigueur, elle appuyait sur des boutons que les astronautes n'auraient sûrement jamais appuyés, mais s'il venait que pendant le voyage, sans faire exprès ou qu'avec un faux contact, ce bouton-là était appuyé, voilà, elle tenait vraiment compte de la loi de Murphy qui était illustrée par sa petite fille qui appuyait sur tous les boutons. Et un jour, finalement, elle a vraiment tellement appuyé sur tous les boutons que le système, il a craché. Il a été saturé d'informations parce que voilà, elle lui a envoyé trop d'informations d'un coup, et du coup, le système que ça met, ce qui est tant bien de mal de faire marcher, il a craché. Mais du coup, Margaret, une fois de plus, au lieu de la crier, enfin, on se doute qu'elle a quand même dû un peu la crier pour la forme, du coup, elle en tient compte et elle réfléchit à une solution. Après avoir réfléchi à cette solution, elle va l'intégrer dans le système, presque incognito, parce qu'il faut imaginer qu'en fait, c'est au milieu de milliers et de milliers de lignes de code. Donc du coup, elle se dit, voilà, si un jour il se passe ça, voilà la solution. Hop, on fait un petit voyage dans le temps. Du coup, nous sommes le 20 juillet 1969, à 20h14, 3 minutes avant l'alunissage. Et à ce moment-là, face aux 3 astronautes qui sont dans la navette, une alarme se met à sonner. Et en fait, cette alarme, elle signifie que le système, il est débordé d'informations et qu'il va se mettre en erreur. Parce que voilà, il y a beaucoup trop d'informations qui lui arrivent d'un coup, il a été fait pour être envoyé dans l'espace, mais là, voilà, au niveau du sol, il reçoit beaucoup trop d'informations, il va cracher parce qu'il reçoit trop d'informations. Mais là, sorti de nulle part, il y a un petit fichier qui se met en marche, et qui en fait a pour instruction de traiter les informations par ordre de priorité. Pour se dire, on va dire, c'est vraiment un exemple, et de se dire en gros, ça sert à rien que je donne de l'énergie à la cafetière ou à la ventilation, là l'élément principal c'est juste de gérer l'alunissage, pardon. Et donc du coup,
Oui, vous l'avez deviné, en fait, finalement, ce petit programme, c'est autre que le produit de Margaret, de la loi de Murphy, et d'une petite fille curieuse qui a évité que la glorieuse mission d'Apollo 11 ne se crache finalement juste au dernier moment. Parce que voilà, elle avait tellement imaginé des situations tellement improbables, à la rigueur même qu'elle n'avait pas pensé, mais qui lui avait été, on va dire, murmurée par sa fille, que voilà, finalement, c'est ce qui a fait que la mission a réussi, parce qu'elle avait prévu cette situation qui était improbable, de se dire que le système allait cracher de lui-même sans que rien ne l'attaque ou une mauvaise manip, mais que de lui-même le système allait cracher surchargé d'informations, et que à ce moment-là, justement, la solution qu'elle a trouvée, c'est de se dire, eh ben, on va hiérarchiser les priorités, et du coup, de là, on pourra en décider ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent, et ça évitera au système de prendre feu. Donc voilà 2 histoires qui montrent que la loi de Murphy, malgré on va dire son aspect souvent très négatif, c'est en fait une espèce de garde du corps supplémentaire, et qu'il faut en tenir compte pour ne pas se laisser paralyser par elle. Donc pour conclure, il faut savoir aussi que les scientifiques ils divisent cette loi en 4 aspects. Donc le premier, c'est l'aspect fatalité. C'est en gros c'est de se dire qu'il y aura toujours des éléments imprévisibles et incontrôlables qui seront là pour tout faire échouer. On va dire que c'est la partie la plus noire, c'est un peu celle qu'on retient la plus facilement. Ensuite, il y a l'aspect statistique. C'est-à-dire de se dire que même s'il y a 0,0000000000001% de chance, une chance infinitésimale dans un univers infini sur un nombre de fois suffisamment grand, et ben il existera toujours au moins une fois, au moins un cas où cela se produira. C'est d'ailleurs finalement le grand mythe du risque zéro, qui est si souvent évoqué par les politiques ou voilà, les gens qui essaient de tenir des promesses. C'est de se dire voilà, vous avez le risque zéro, alors que ces statistiques, ça n'existe pas. Même s'il y a une chance vraiment infime que ça se produise, et ben voilà, il existe forcément une combinaison ou autre pour que ça se produise. Il y a quand même pas mal de choses. Si on regarde, il y avait une émission pas mal qui s'appelait La Minute de Vérité il y a quelques années. Je ne sais pas si ça passe encore, je crois sur RMC peut-être. Où en gros, on vous disait que finalement, les plus grandes catastrophes, donc à savoir par exemple, je sais pas, l'accident du Hindenburg ou le Concorde ou voilà, des avalanches ou vraiment des catastrophes, et la plupart du temps, en fait, c'était pas un élément qui faisait que voilà, c'était le drame, c'était en fait une succession de petits éléments infimes. Voilà, c'était genre pour qu'il y avait un millionième de chance pour qu'il y ait ça, plus un millionième de chance pour qu'il y ait cette autre chose, plus un millionième de chance pour qu'il y ait encore cette autre chose, et c'est juste la combinaison des 3 qui fait l'accident, et pourtant il y a eu un accident. Donc voilà, c'est de se dire que statistiquement, il y aura forcément, puisque le risque zéro n'existe pas, il y aura forcément un moment, c'est statistique, il y a forcément un moment où ça finira par foirer. Ensuite, il y a l'aspect psychologique. Donc en fait, l'aspect psychologique, c'est un peu méconnu, et d'ailleurs, je trouvais que c'était pas mal de l'évoquer ici, c'est qu'en fait, les éléments négatifs, ils marquent toujours plus que le positif. C'est-à-dire que vous passez sûrement, c'est même sûr, tous les jours à côté d'une catastrophe, mais vous vous en rendez compte seulement que le jour où cela arrive. C'est un peu, on va dire, la douce inconscience des enfants, c'est que vous pouvez frôler la catastrophe tous les jours. Vos parents, ils viennent fous parce que, je vais dire, vous faites la marelle sur l'autoroute, mais presque. Et à la rigueur, tant que vous touchez pas de voiture, il se passe rien, vous passez juste à côté de la catastrophe. Vous vous en rendez compte juste le jour où voilà, c'est trop tard, ou le jour où il y a un accident. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, finalement, la loi de Murphy, elle devient éclatante en disant « Ah, vous voyez, il y avait une chance infinie pour que ça rate. » Par exemple, là, si on prend l'exemple du Concorde ou autre, de dire, vous vous rendez compte, c'est exactement la même chose que les avions. C'est de se dire que quand il y a un avion qui s'écrase, la plupart du temps, c'est ça, c'est la loi de Murphy, c'est une chance. Il y a forcément, statistiquement, des moments où il y a des accidents, et c'est une combinaison de trucs infimes qui fait que finalement, il y a un accident. Mais finalement, vous vous rendez pas compte, mais au moment où je vous parle, il y a des milliers d'avions qui sont en l'air, et il y a des millions de personnes qui le prennent peut-être pas tous les jours, mais tous les ans, et pourtant, il n'y a pas des morts tout le temps. Donc du coup, voilà, c'est vraiment l'exemple de vous dire que le cerveau humain, il repère surtout les éléments négatifs, ce qui fait qu'on a tendance à voir plus les effets de la loi de Murphy, alors que finalement, tous les jours, on passe à côté de la fin du monde et on s'en rend pas compte. Et enfin, du coup, il y a un côté humain, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une erreur, ou qu'il vous arrive quelque chose, ce qui se passe, c'est que votre taux de cortisol, il augmente. Et que du coup, comme le taux de cortisol augmente, vous devenez plus stressé. Et du coup, le stress, il augmente les erreurs. Et c'est un cercle vicieux, parce que du coup, tout va de pire en pire, et on a l'impression que la loi de Murphy, elle s'acharne en disant que il y avait une chance infime pour que il m'arrive ça, et voilà, et après une chance encore plus infime pour qu'il m'arrive ça par-dessus. Et en fait non, c'est juste que il vous est arrivé quelque chose, que ce soit de votre faute ou pas,
Et donc du coup, vous avez stressé, et en fait, c'est vous qui provoquez votre propre cercle vicieux, et donc du coup, qui, on va dire en plus, comme je l'ai dit, avec cet aspect psychologique de se dire ah oui, vraiment, tout s'acharne sur moi, bah du coup, c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice, mais dans le mauvais sens. Alors du coup, voilà donc une petite présentation, petite, là on est quasiment presque à 20 minutes, donc dans les grandes lignes de la loi de Murphy. Donc j'ai justement voulu aborder un angle un peu différent de celui qu'on présente d'habitude en étant très noir, de se dire que bah voilà, tout va foirer. Voilà, donc moi c'était une petite présentation de ce premier épisode sur les 12 lois de la gestion du temps. Ensuite maintenant c'est le moment du petit call to action, donc le petit passage à l'action. Alors c'est justement sur le dernier petit élément que je vous ai parlé, que j'aimerais qu'on revienne. C'est-à-dire que finalement vous avez souvent l'impression que votre vie c'est un gouffre sans fond et que vous êtes enfoncé par la loi de Murphy. Et c'est sûrement en fait parce que vous ne prenez pas assez de recul ou de clarté d'esprit pour briser ce cercle de erreur, stress. C'est-à-dire que c'est un truc qui tourne en rond. Donc du coup vous avez l'impression que tout vous tombe dessus alors que c'est juste que voilà, vous n'avez juste pas assez de recul pour pouvoir regarder de ça. Ensuite, le deuxième élément, c'est de faire qu'en fait, comme dans les deux histoires que je vous ai racontées, c'est-à-dire de tenir compte de la loi de Murphy, mais sans qu'elle vous paralyse pour autant. J'en avais déjà parlé il y a presque 1 an sur la série sur l'Everest et les projets, mais en fait, la loi de Murphy, elle doit vous servir d'un bouclier supplémentaire pour affronter la vie par les endroits où vous auriez jamais pensé recevoir de coups. Alors, encore une fois, le but, c'est pas d'être extrême et de se méfier de tout et de tout le monde. Le but, en fait, c'est juste de prendre ses dispositions en amont pour faire face aux pires situations. Et puis, une fois que vous êtes préparé, vous avez pris vos dispositions, bah, juste de foncer et d'avancer. Pour vous donner un exemple, si par exemple vous voulez faire un voyage, appliquer la loi de Murphy, c'est prévoir, ou du moins avoir en tête, des solutions en cas de problème. C'est-à-dire annulation de vol, manque de chambre, mauvais temps, maladie. Puis une fois que vous avez trouvé des solutions, comme je le répète, même juste mentalement, du coup vous pouvez vous lancer sans stresser de ce qui peut vous arriver, parce que peu importe ce qui vous arrivera, vous aurez déjà prévu un grand nombre de situations de secours. Voilà. Si je vous ai bien dit un grand nombre, parce que le risque zéro, il n'existe pas, donc du coup il arrivera toujours des choses que vous n'aviez même pas imaginées, et finalement ça fait partie du voyage. Et donc du coup, mais là vous aurez déjà anticipé, on va dire au moins 80% de tous les mauvais trucs qui pourraient vous arriver. Pour citer même un exemple plus célèbre, c'est d'ailleurs ce qu'il faisait Napoléon Ier pendant ses campagnes, c'est-à-dire qu'il s'enfermait pendant des semaines et des semaines avec des cartes et des relevés, puis du coup il partait en campagne confiant parce qu'il avait imaginé des dizaines de scénarios, à savoir donc la surprise ou la surprise de la surprise, c'est-à-dire penser ce que l'autre va penser que je pense, même les actes les plus fous, il avait un peu tout anticipé, et donc du coup il pouvait avoir une confiance presque aveugle envers lui parce qu'il maîtrisait bien plus d'incertitudes que tous ses ennemis réunis. Voilà, moi c'est sur cette dernière petite histoire que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à vendredi pour le review découverte du monde du mois de décembre. Et sinon, à la semaine prochaine pour l'épisode 44. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao!